Maintenant, je passe la parole à M. Arnaud Ramière de Fortanier, président de l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez. M. Arnaud Ramière de Fortanier est conservateur général honoraire du patrimoine, directeur des archives du territoire de Belfort, de la ville de Marseille, puis à Versailles. Après 10 ans à la direction des archives de France comme conservateur du service technique, puis inspecteur général, il devient administrateur de l'Institut français d'architecture de 1984 à 2004. Expert auprès de l'UNESCO et du Conseil international des archives, il a rédigé en 1994 un important rapport sur les archives publiques en Égypte et a visité le site de la Bibliothèque Alexandrina depuis le tout début de sa construction. Nombreuses missions d'expertise et de conseil auprès de la Turquie, Yémen, Somalie, Éthiopie, Zimbabwe, Comores, Maldives, Sri Lanka, etc. Et il est le secrétaire de la table ronde internationale des archives, président du groupe des archives de l'architecture, directeur du Congrès international des archives Paris-Versailles. Et il est le commissaire de l'exposition sur la Provence et l'Égypte de Bonaparte à l'inauguration du canal de Suez, Marseille 1983. Administrateur de l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez depuis 1983 et président depuis 2005. Il a contribué à l'inscription des archives du canal de Suez sur le registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Et directeur de l'Académie des Arts, Lettres et Sciences de Marseille, le président de l'Académie des Sciences morales, Lettres et Arts de Versailles et de l'Île-de-France. Il est membre de l'Académie des Arts et Sciences de Carcassonne. Il est président de la Société d'études scientifiques de l'Aude. Il est le lauréat de l'Académie de Marine. À vous, Monsieur de Fortanier, le titre de l'intervention est Le canal de Suez, mémoire du monde. Merci Madame El Savant de votre... Mais c'est pour parler du canal et non pas de moi qu'on est venu aujourd'hui. Je voudrais remercier le chancelier de l'Institut qui nous reçoit dans cette fondation aussi belle et célèbre, Monsieur l'ambassadeur d'Égypte, avec qui nos relations sont toujours aussi agréables et efficaces, et surtout saluer l'amiral Mohamed Mamiche qui vient à Paris, c'est assez rare, et qui s'est déplacé pour cela. Si vous voulez, je vous appellerai amiral et cher ami, parce que vous nous recevez plusieurs fois par an, admirablement, à Ismaïlia, à l'autorité du canal de Suez. Comme ça a été dit tout à l'heure, nous sommes les amis du canal de Suez. Professeur Serageldine, professeur Fatih Saleh. Et dans la salle, je voulais saluer les descendants de Mehmet Ali et Saïd Pacha, le prince et la princesse Toussoun, qui représentent également une histoire de l'Égypte du 19e et 20e siècle. Le prince Toussoun est vice-président de notre association. À côté de lui, il y a l'ambassadeur Leclerc. Nous travaillons beaucoup avec France-Égypte et il est membre de notre association également. Et tout au fond de la salle, je voudrais saluer particulièrement Françoise Ziegler, qui représente la science, le Louvre et les collègues des musées, et qui est un des experts pour le musée du canal de Suez, voulu par l'amiral Mamiche. Et enfin, je vais vous parler du canal de Suez, mémoire du monde. Je me dois de saluer Gérard Gambert, qui lui aussi est tout à fait au fond de la salle, et qui est président de la section française de l'UNESCO, précisément pour le programme de mémoire du monde. Alors, l'inscription des archives du canal de Suez sur les registres de la mémoire du monde de l'UNESCO a été, dès 1997, un événement culturel important pour la France comme pour l'Égypte. Ce n'est pas le canal proprement dit qui est inscrit, c'est assez curieux. Le canal de Panama est classé, mais pas le canal de Suez. Mais son patrimoine, son héritage, dirait-on en anglais, c'est une première originalité. Seconde spécificité,
Ce patrimoine se trouve aussi bien en France qu'en Égypte. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres cas semblables dans le monde. En Égypte, rien ne fonctionne tout à fait comme ailleurs. Cette convention est le fruit d'une longue évolution et de la volonté de 3 hommes d'exception qui se sont trouvés ensemble à Paris à cette époque, en pleine harmonie. Leurs Excellences, les ambassadeurs Ali Maher El Sayed, que je salue de loin, et l'ambassadeur Fatih Saleh, qui lui était côté UNESCO, après avoir été conseiller culturel. Un de vos précédents, Madame El Savant, ça promet beaucoup pour vous pour l'avenir. Et puis, notre regretté Jean-Paul Calon, qui a longtemps été président de l'Association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez, et qui avait été le négociateur pour la France lors de la nationalisation de 1956. Donc il avait lui aussi un pied dans l'histoire. La présence du secrétaire général de l'UNESCO et du président du groupe Suez rehaussa l'importance de cet événement lors de la pose de la plaque commémorative au siège historique de l'ancienne compagnie du canal maritime de Suez, 1 rue d'Astorg à Paris. M. Fatih Saleh, vous vous en souvenez. En retour, nous étions invités à Ismaïlia par la Suez Canal Authority à l'inauguration du monument à la mémoire du canal de Suez qui se trouve dans les jardins de l'Amirauté. C'était vers 1997, à la fin du XXe siècle. Nous nous trouvions au premier rang, 2 seuls Français au milieu d'une foule égyptienne. Saluant notre présence, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'époque, le professeur Moufid Chehab, prononça une partie de son discours en français, et nous étions que 2, et évoqua la collaboration des ingénieurs français dans la construction du canal de Suez, aux côtés des fellahs et des autres travailleurs égyptiens, au coude à coude. Il faut situer le contexte de cette époque, en cette fin du XXe siècle, où les traces des événements de 1956 n'étaient pas encore tout à fait effacées entre nos 2 pays. C'est l'échelon culturel qui a été primordial dans leurs retrouvailles politiques, économiques et amicales. Jean-Paul Calon a toujours témoigné des conditions dans lesquelles se sont déroulées les négociations à la suite de la nationalisation de la Compagnie universelle et non du canal lui-même, qui, lui, n'a jamais cessé d'être égyptien. Le président Gamal Abdel Nasser avait décidé clairement que tout ce qui concernait le canal en Égypte était égyptien. Le reste étant laissé de la responsabilité des dirigeants de l'ancienne compagnie. Ce qui fait que les archives et les collections patrimoniales se sont trouvées divisées en 2, en Égypte et en France, sans aucun contentieux. Jacques-Georges Picot, premier président de la nouvelle compagnie financière de Suez et dernier directeur général de la Compagnie universelle, créa cette association du souvenir en lui faisant apporter près de 2 km linéaires d'archives et 2000 objets d'art, maquettes, tableaux, timbres, sculptures, portraits, bustes, un petit peu de tout, demeurés en France. Il considérait en effet que des financiers n'étaient pas les mieux placés pour gérer des collections patrimoniales. C'est l'époque où les ministères des Finances et des Affaires culturelles se disputaient dans la définition de la notion de patrimoine. Je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, il y en a beaucoup, mais le patrimoine n'a pas le même sens au ministère de la Culture ou au ministère des Finances ou pour le receveur des impôts. Il y avait également la crainte bien réelle d'une nouvelle nationalisation, mais côté français cette fois-ci. C'est ainsi que de nos jours encore, notre fondation est toujours soutenue considérablement par le groupe GDF Suez. Une convention de dépôt fut négociée avec Jean Favier, alors directeur général des Archives nationales de France et membre de l'Institut. Nous sommes reçus par l'Institut aujourd'hui. Et les collections regroupées d'abord à Fontainebleau, ensuite dans le nouveau bâtiment des Archives nationales du monde du travail à Roubaix, où elles disposent de conditions de conservation et de communication parmi les plus modernes du monde. Madame Le Goff, ici présente, en est un des conservateurs. Des chercheurs égyptiens sont incités à y venir travailler.
Et Suzanne Samir, qui est de la bibliothèque d'Alexandrie, y a fait un long séjour dont on se souvient. Une importante campagne de numérisation a été entreprise, puis transmise en plusieurs étapes à la Bibliotheca Alexandrina, qu'il a introduite sur son propre site Internet. Le professeur Ismail Serageldine a bien voulu exprimer son opinion qu'il s'agit là d'un des plus importants apports jamais reçus par l'Alexandrina. Nous en parlions encore hier soir. D'autres conventions de dépôt ont été signées avec l'autorité du canal de Suez, avec les archives nationales. Il s'agit là d'une coopération exemplaire qui se poursuit régulièrement. Les archives demeurées en Égypte viennent, elles, d'être regroupées dans un bâtiment neuf, c'est assez rare pour être signalé, pour ce qui concerne la Suez Canal Academy. Un bâtiment qui a à la fois la bibliothèque et les archives. Un important travail de classement et de numérisation y est envisagé, en étroite relation avec les archives nationales et la bibliothèque d'Alexandrie. Une évaluation a été réalisée par Philippe Chevran, archiviste paléographe, bibliothécaire de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, dans le cadre de la préparation du nouveau musée du canal à Ismaïlia, décidé par l'amiral Mamiche. Une grande partie concerne des registres établis en double pour la France et pour l'Égypte. Leur récollement est d'autant plus important qu'il ne paraît pas utile de numériser à Roubaix des collections qui se trouvent déjà disponibles à Ismaïlia. Le CNRS et l'Institut national d'histoire de l'art, en relation avec l'IFAO, a constitué pendant plusieurs années un groupe de travail nommé ISM, consacré à l'étude de l'architecture des villes du canal. 3 volumes ont déjà été publiés sous la direction de Mercedes Vollet et de Claudine Piéton. Le 4e, synthèse de tous ces travaux, est sous presse. Un travail d'exploration des ressources documentaires existantes aux archives nationales d'Égypte, au Caire, à Corniche-al-Nil, est là aussi en cours, toujours en relation avec l'IFAO. La presse, les journaux, la presse francophone du canal est en cours de numérisation par le Centre de recherche archéologique d'Alexandrie, le CALEX, où Jean-Yves Empereur développe à l'échelon méditerranéen, également avec les Grecs, avec les Italiens, avec la Turquie, une méthodologie originale avec reconnaissance optique des caractères, permettant une recherche en ligne. Les premiers résultats sont sur son site Internet. Un dernier projet, enfin, en cours de réalisation, l'aide à la reconstitution des collections de l'Institut d'Égypte, après son sinistre incendie auquel j'avais été amené à assister en 2011. Un des ingénieurs du canal, Jean-Édouard Gobi, en avait été un membre actif. Il a légué son importante bibliothèque, pour une part à l'Institut de France, pour une autre à notre association. Il est question de la faire revenir pour compléter le fonds francophone de l'Institut d'Égypte, dont notre administrateur, ici présent, le docteur Ahmed Youssef, est un membre éminent. Au sein de toutes ces opérations et projets, notre association du souvenir est bien présente et active. L'amiral Mohamed Mamiche a fait appel à elle pour coordonner la mise en place d'un musée du canal à Ismaïlia, dans les anciens locaux administratifs de la Compagnie universelle, marquant ainsi à nouveau que les mondes culturels et économiques ne peuvent vivre les uns sans les autres. L'Égypte a probablement, en matière de musée, une longueur d'avance sur la France. Les 2000 objets ou à peu près dont nous avons la charge à Paris ont d'abord été regroupés dans une immense salle du Conseil de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, transformée en musée du canal. Plusieurs expositions internationales les ont présentées à l'étranger. D'abord à Barcelone, où Ferdinand Lesseps s'était illustré comme consul, puis au Brésil, à Florianópolis, à Séoul, dans le cadre de la Mémoire du Monde, à Bruxelles enfin. Mais la première grande exposition fut organisée en 2002 à Alexandrie, dans le cadre de l'inauguration de la bibliothèque, où plusieurs colloques furent organisés avec, entre autres, les contributions du docteur Youssef à la suite de la publication en arabe de son livre sur Ferdinand Lesseps. C'était un grand événement qu'un livre paraisse en arabe, original, c'était pas une traduction, sur Ferdinand Lesseps. La France doit retrouver son histoire orientale et l'Égypte également. Gérard Mestralet, président du groupe GDF-Suez, a donné ses instructions pour qu'une partie au moins soit présentée d'une manière moderne et attractive dans une des tours de la Défense où nos bureaux sont maintenant hébergés. J'avais des photos, mais je crois qu'on n'a pas le temps de les passer. Non, on a quand même le temps. On a le temps un petit peu. Oui. Je vais vous passer quelques photos rapidement.
Voilà, ça c'est la salle des bustes de la rue d'Astorg. Malheureusement, la photo est très mauvaise, mais on voit à gauche que Saïd Pacha est parmi les ancêtres de la compagnie de Suez. Et vous voyez que dans cet immeuble, il y a un plaque des monuments aux morts pour la patrie, dans lequel le nombre de noms égyptiens est considérable. Voilà une photo historique de la rencontre entre l'amiral Mamiche à Paris et Jean-Paul Calon, dont je vous ai parlé. Jean-Paul Calon, qui a participé aux négociations de 1956, dont il a gardé un souvenir plutôt bon et équilibré, était un héros d'un cadet de Saumur de 1940. Et voilà la délégation égyptienne à la Défense devant le portrait de l'impératrice Eugénie qui a participé à l'inauguration du canal. Voilà Gérard Mestralet et l'amiral Mourad Mamiche. Je mets cela pour bien marquer la complémentarité entre la culture et l'économique. Je vous ai parlé du musée du canal avec le docteur Youssef, dont la première pierre a été posée en novembre 2013 à Ismaïlia. Voilà le ministre de la Culture qui pose la première pierre. Vous connaissez l'amiral Mamiche. Et vous voyez que la plaque qui a été posée, le musée du canal, est marqué en français. C'est une chose qui avait fait débat sur place là-bas. Et voilà le directeur commercial de GDF Suez lors de l'inauguration de la première pierre. Voilà les locaux de l'ancien service administratif de la compagnie qui ont été affectés au projet de canal et sur lequel l'inspecteur général Bruno Chauffeur-Ivard, qui est présent dans la salle, a fait une expertise mémorable. Voilà ces locaux qui sont restés en très bon état, malgré, ils ont plus de 100 ans. Voilà, ça c'est la maison de Ferdinand Lesseps, que ceux qui connaissent le canal connaissent bien. Mais vous voyez qu'il y a une architecture très particulière. Et je vous ai parlé des archives. Voilà les archives du canal qui se trouvent toujours à Ismaïlia. Voilà ces registres dont nous avons les mêmes à Roubaix. Donc tout ça a été classé Mémoire du monde. Et voilà un objet que l'amiral Bellec aime bien, c'est une chaudière qu'il y a à Port Saïd, qui pourrait être un objet, presque un objet d'art, pour le futur musée. Jean Lacouture sur le lac Tipcha avec l'ambassadeur Pierre Hunt, que vous connaissez tous. Et voilà la bibliothèque d'Alexandrie, avec qui nous sommes en convention, et qui inaugurait une exposition sur le canal de Suez l'an dernier au Centre d'activités francophones. Une des premières expositions en Égypte sur de Lesseps date des années 2000-2002 à la bibliothèque d'Alexandrie. Et vous voyez que le canal y est bien représenté avec la statue. Et vous reconnaissez notre ami, le docteur Youssef, qui avait fait une conférence là aussi à la bibliothèque d'Alexandrie, qui est un peu notre caisse de résonance en Égypte. Et vous connaissez le socle de la statue de Lesseps, qui est toujours très présent. Et à Port Saïd, on va à Dilissips. Le lieu est toujours bien sacralisé. Et voilà des projets d'aménagement des statues de la jetée de Port Saïd qui nous ont été présentés par le gouverneur de Port Saïd cette année même. Vous voyez les anciens bâtiments du canal. Et à la Société de géographie, il y a une reconstitution de l'inauguration du canal qui est assez extraordinaire. Une chose extraordinaire, c'est le yacht, le Maroussa. L'Égypte possède le yacht le plus ancien du monde. Il a été lancé en 1865. Il a participé à l'inauguration du canal de Suez. Et encore récemment, du temps du président Nasser et des successeurs, il est allé à New York, il est allé à Istanbul, il a fait un tour de l'Europe, il est allé à Toulon. C'est une rareté et ça fait partie du patrimoine du canal de Suez. J'avais été invité en décembre 2011, donc en plein événement, à une exposition sur archives et révolution aux Archives nationales d'Égypte. On revient toujours aux archives.
Et j'avais l'occasion de parler de la Révolution française, dont la première décision a été de créer des archives. Et voilà des restes de l'incendie de l'Institut d'Égypte arrivant aux Archives nationales au Caire. C'était très émotionnant. Tout ça a été reconstitué, a été rénové en 3 ans. Ça, c'est Panama présent sur le canal, une grande compagnie française, toujours reliée la culture à l'économique. Et l'exposition au Mucem à Marseille, qui a eu lieu l'an dernier, et des traces de l'exposition au Brésil, à Florianópolis. Et là, vous reconnaissez le tableau de l'inauguration du canal de Suez par Riou, avec devant Yasmina Bouddha, qui en est le conservateur. Voilà le lac Timcha. Juste pour conclure, je ne voudrais pas finir ce rapide tour d'horizon des collections patrimoniales touchant au canal de Suez et l'Égypte contemporaine, sans faire allusion à la série d'expositions pionnières de Marseille dès 1983, consacrée à l'Orient des Provençaux. J'avais été chargé de Marseille et l'Égypte des savants de Bonaparte à l'inauguration du canal de Suez, sous l'inspiration d'Edmond de Charleroux, fille du dernier président de la Compagnie universelle du canal de Suez et épouse de Gaston Defferre. Ils furent présentés aux archives de la ville pour la première fois l'ensemble des collections de cette alors toute nouvelle association du souvenir, la poignée de main historique entre le ministre d'État de François Mitterrand, qui avait nationalisé la Compagnie de Suez, et Jacques-Georges Picot, dont la nouvelle compagnie financière venait d'être nationalisée pour la seconde fois par la France, cette fois-ci, fut historique. En France comme en Égypte, l'histoire du canal de Suez a des effets positifs et pacificateurs, favorables à ces rapprochements dont nos contemporains ont tant besoin. La devise de l'ancienne Compagnie universelle était bien « Aperire terram gentibus », ouvrir la terre aux hommes. Je vous remercie.